Je vais parler ici dans un principe de communication, enfin dans une communication tout court. L'analyse transactionnelle est très, très importante. Alors qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle, qu'on appelle aussi AT, est une théorie de la personnalité des rapports sociaux et de la communication, créée en 1958 par le médecin psychiatre américain d'origine canadienne Eric Berne. Il a introduit dans son livre Analyse transactionnelle et psychothérapie l'esquisse d'un système cohérent de psychiatrie individuelle et sociale. Donc tout ça c'est voué pour les relations humaines. Les relations humaines. L'analyse transactionnelle intervient dans les relations humaines. Donc l'analyse transactionnelle intervient dans le fait d'avoir des relations humaines, des rapports sociaux. Donc l'esquisse d'un système cohérent de psychiatrie individuelle et sociale. L'analyse transactionnelle est une théorie permettant d'analyser les dynamiques intrapsychiques, ce qui se vit dans le psychisme de la personne, et les dynamiques interpersonnelles, ce qui se vit dans les relations. Il en découle 4 champs d'application: le conseil, l'éducation, la psychothérapie, l'organisation. La T, donc l'analyse transactionnelle, est une approche contractuelle pour Eric Berne. Ce sont les gens qui décident de leur destinée, et ces décisions peuvent être changées. Pour cette raison, il passait des contrats avec ces patients qui les engageaient à se mobiliser pour changer et guérir. Cette pratique contractuelle est encore au cœur des accompagnements en analyse transactionnelle, quel que soit le champ. L'objectif du principe, l'analyse transactionnelle vise à permettre une prise de conscience ainsi qu'une meilleure compréhension de ce qui se joue ici et maintenant dans les relations entre deux personnes et dans les groupes. L'analyse transactionnelle propose des grilles de lecture pour la compréhension des problèmes relationnels ainsi que des modalités d'intervention pour résoudre ces problèmes. Alors, vous aurez compris que l'analyse transactionnelle est basée sur des requests. Requests, c'est-à-dire des requêtes. Ce sont des requêtes, ce sont des questions, des questionnements qui vont, c'est des interrogations. On va s'interroger ou interroger la partie soi-même ou la partie adverse. Ce sera souvent le moi. Ça va intervenir souvent avec le moi. Le moi, on va dire ça comme ça. Le moi. L'analyse donc propose des grilles de lecture pour la compréhension des problèmes relationnels, ainsi que des modalités d'intervention pour résoudre ces problèmes. L'analyse transactionnelle part du principe que chaque personne est fondamentalement positive et que ce sont les décisions prises dans notre enfance qui influent sur notre comportement. Son but est d'aider à reprendre le contrôle vers l'épanouissement. L'exploration de la personnalité peut se réaliser à deux niveaux: l'analyse structurale et l'analyse fonctionnelle. L'analyse structurale est l'étude des communications personnelles, verbales et non verbales, représentatives de la structure de la personne. Comment est-ce qui est Et l'analyse fonctionnelle est l'étude des comportements, comment cela fonctionne. Donc ici, je vais me baser un petit peu sur ces petites analyses, sur l'analyse transactionnelle. Je rappelle que quand on s'exprime, on peut avoir des monologues, on peut avoir des dialogues, on peut avoir des discussions, je veux dire, avec un groupe. On peut avoir des discussions de groupe à groupe, d'individualité à individualité, mais quand vous parlez, c'est une individualité qui parle. Alors, comme je vous dis, il y a le moi, le surmoi, etc. Il y a toute la psychologie en interne qui rentre en jeu, puisqu'on est une individualité, donc on possède une psychologie avec des composantes intérieures. Des composantes intérieures. Au petit instant, je m'excuse. Alors, je disais qu'on a affaire à une individualité, ou un groupe peut parler à un groupe aussi. On peut avoir une relation, la relation peut-être d'un groupe vers un groupe, d'une individualité vers un groupe, d'un groupe vers une individualité. Par exemple, on attaque une personne, et il peut y avoir plusieurs personnes qui attaquent une seule et même personne.
Alors, et on peut avoir bien sûr le cas de figure d'individualité vers une individualité. Voilà. Donc vous voyez que le schéma de communication peut prendre diverses formes. Ben, généralement, quand on discute, on peut faire des monologues, on peut se parler à soi-même, on peut réfléchir, etc. Voilà, tant que vous êtes avec vous-même, vous pouvez voilà, discuter avec vous-même, voilà, faire des monologues intérieurement ou avec à voix haute, peu importe. Hein, voilà. Alors, mais en vérité, bon, quand on a une relation avec une relation de communication avec une personne, ben, on ne s'exprime pas pour soi tout seul. Hein. Ouais. On ne s'exprime pas pour soi tout seul. Il s'agit de communiquer avec d'autres. Alors quand je dis d'autres, ça peut être d'autres sans S ou d'autres avec S, c'est-à-dire avec un groupe ou avec une autre individualité. Donc il faut acquérir une connaissance, on va dire, minimale des relations humaines, de facto. Parce que, je veux dire, une discussion, on ne peut pas avoir une discussion avec le, le premier venu. Certains sont capables de le faire parce qu'ils ont assez de bagages voilà, des relations humaines pour s'imprégner dans n'importe quel groupe. Voilà, ils savent comment réagir vis-à-vis d'une culture, voilà, de certaines cultures, de certaines religions, de certains groupes voilà, des groupes musicaux, voilà. Et encore dans les groupes musicaux, il y a voilà, différents types de musique. Donc, si vous allez chez des punks, bah, si vous arrivez à vous intégrer chez des punks, ou voir des gothiques, ou voir comment on appelle ça, des danses hindoues, ou peu importe, si vous arrivez à, bah, ça, c'est que vous êtes quelqu'un qui peut s'imprégner des relations humaines avec facilité. Donc, vous adaptez à la situation. Vous adaptez aussi à la situation. Voilà, donc, vous êtes capable de Mais tout le monde n'est pas capable de s'adapter à une situation, et tout le monde n'est pas capable de tenir une discussion avec n'importe qui, le premier venu. Supposons qu'il y a un premier venu qui arrive, vous commencez à discuter, vous risquez d'avoir voilà, une mauvaise discussion qui peut mal tourner. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes il y a l'état des sentiments, les états d'émotion dans une communication d'office, les sentiments qui rentrent en jeu, les sentiments de la personne. Est-ce que la personne est calme, trop stressée, voilà, c'est les sérieux, c'est les voilà, etc., etc. Il y a tous des éléments de sentiments qui rentrent en jeu pour l'un et pour l'autre, Donc, vous voyez que c'est un aspect, la communication est un aspect humain, donc on transporte avec soi des bagages, parce que on peut pas faire ce qu'on veut. Encore une fois, il y a la loi qui est derrière. Je veux dire, donc n'oubliez pas que même si vous êtes dans la rue et que vous entamez une conversation, mais attention à ce que vous dites, parce qu'il y a quand même, je veux dire, la loi qui est toujours derrière. Hein. Il y a toujours la loi qui est derrière. Donc, il y a beaucoup de bagages voilà, qui s'entremêlent. Puisqu'en fait, un des premiers bagages qui est là, c'est vous êtes sous le coup de la législation et donc il faut faire attention à ce qu'on raconte pour ne pas provoquer, je veux dire, une dispute et donc une bagarre quand ça en vient en main et qu'au final, vous vous retrouvez avec des problèmes juste parce que vous avez voulu établir une relation, vous vous retrouvez avec, je veux dire, sous le coup d'une juridiction, voilà, avec un procès, ou un procès, puisque vous êtes disputé, donc battu, ça en est venu aux mains, peut-être qu'il y a eu des gravités qui se sont produites, et donc ça devient beaucoup plus grave juste pour une conversation. Alors parfois il y a des bagarres pour juste un regard, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. Donc ici, donc il y a le coup de la loi qui est derrière, mais il y a aussi les sentiments de la personne. Et ça c'est pour tout le monde. Tout le monde, je veux dire, transporte ceci, mais transporte plus que ça, parce qu'il transporte, chacun transporte une culture. Voilà, il y a une culture qui est cachée, il y a voilà, un parcours scolaire, voilà, il y a un individu. C'est un individu, donc il y a un parcours scolaire, une éducation familiale, etc. Il y a beaucoup des éléments qui vont rentrer en jeu. L'éducation familiale, parcours scolaire, plus la culture, voir s'il est d'une certaine forme de religion, voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent voilà, euh, intervenir. Donc vous voyez qu'il y a la loi, les sentiments, le parcours scolaire, donc l'éducation familiale, l'éducation sociale, qui n'est pas l'éducation familiale, parce qu'on peut être élevé par les parents d'une certaine façon, et au niveau de la société, on réagit autrement. Donc on a deux visages. Hein. Il y a celui qu'on présente en famille et celui qu'on présente au niveau de la société. Donc il n'est pas forcément l'un, n'est pas forcément l'autre, parce que voilà, voilà,
les gènes, les hontes d'une partie d'un côté ne sont pas les gènes et les hontes de l'autre côté. Si en famille, on n'ose pas faire certaines choses, en société, on peut voilà, faire des choses qu'on ne ferait pas en famille. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, euh, en général, on ne s'exprime pas pour soi-même, donc pour soi tout seul, pour son moi. On ne s'exprime pas pour son moi. Quoi qu'on peut le faire, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais en général, il s'agit de communiquer avec d'autres personnes. Et donc, quelqu'un qui a des difficultés voilà, à discuter avec d'autres personnes pour de multiples raisons. Et donc en psychiatrie, ce problème-là existe parce qu'il y a des personnes qui sont enfermées, qui ne discutent pas avec d'autres personnes. Ça arrive souvent. Eh ben, le psychiatre va ramener à tenter de faire en sorte que la personne, puisse sortir de cette passe qui est un enfermement mental et donc une absence de communication et donc une absence de relation humaine et donc une absence de relation sociale. Une absence de relation sociale. Donc le tout, c'est certains psychiatres aident certaines personnes à promouvoir, je veux dire, des relations humaines, bien qu'ils sont dans une difficulté majeure justement ils rencontrent une difficulté majeure à faire des rencontres, à discuter avec des personnes, à parler avec des personnes, etc., etc. Donc, je vous rappelle qu'il y a tout voilà, un bagage qui rentre en jeu. Il y a les sentiments, il y a le parcours scolaire, l'éducation familiale, il y a la culture, il y a l'éducation sociale, enfin, l'éducation sociale, il y a la religion, il y a beaucoup de choses. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des endroits où on peut discuter. Bon, il y a des salons de jeu, il y a comment on appelle ça, vous pouvez faire un sport, vous pouvez aller au théâtre, rencontrer des gens, et ainsi de suite. Il y a tous des endroits où il y a certains vont au café, certains vont voilà, dans des temples religieux, etc. etc. Le tout pour rencontrer des personnes et, bon, je veux dire, euh, s'associer avec d'autres personnes pour ne pas rester, je veux dire, en marge de la société, c'est-à-dire rester seul, parce que rester toujours tout seul, au bout du compte, la vie passe et bon, le gars il perd son temps, je veux dire, en étant tout seul, vu que, je veux dire, c'est voilà, la vie impose, je veux dire, une certaine forme de sociabilité. Maintenant, si on ne se sociabilise pas, bon, le temps passe et le gars il reste enfermé chez lui. Bon, je veux dire, c'est pas propice, je veux dire, à une belle vie, hein, parce que la vie, une vie adéquate, c'est comment rencontrer des gens, avoir, voilà, subir des événements, voilà, subir des épreuves ou vivre des événements, quels qu'ils soient. Donc il faut comprendre et percevoir les réactions d'autrui, et bien sûr comprendre et percevoir ses propres réactions, parce que parfois on n'entrevoit que l'autre, on n'entrevoit pas que le soi, ou le moi, je dirais plutôt le moi. Le moi, on le perçoit pas. On perçoit, je veux dire, voilà, les indélicatesses, voire les inconvénients de la personne qui est en vis-à-vis, mais je veux dire, on regarde rarement, je veux dire, ses perceptions, ses propres comportements, de façon à, je veux dire, améliorer, je veux dire, une relation, c'est-à-dire de pouvoir avoir une relation, je veux dire, saine au niveau d'une discussion, au niveau, voilà, d'une communication, une discussion, d'une communication, euh, voilà, d'un dialogue, etc., etc. Alors, pour ça, comme j'ai dit, il y a des requêtes où qu'on peut répondre, c'est-à-dire faire une analyse. L'analyse est basée sur des questions où, je veux dire, on tente d'y répondre, voilà, de la meilleure des manières possibles. Par exemple, on va poser une question, quelles sont les personnes qui m'impressionnent? Ouais, au niveau des hommes, des femmes, voilà, de toutes sortes voilà, de personnes. Est-ce que les intellectuels vous impressionnent? Voilà, alors si vous n'êtes pas fortement intellectualisé, je veux dire, rencontrer des intellectuels peut vous impressionner. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le milieu des jeunes, bon, ça peut vous impressionner parce que vous n'avez pas l'âge jeune. Et donc, bon, les sujets de conversation chez les jeunes ne sont pas ceux qu'on rencontre, je veux dire, chez les personnes plus âgées. Et donc, on a l'inverse aussi. Si vous êtes jeune, je veux dire, tenir une conversation avec une personne d'âge voilà, plus ancien, je veux dire, peut poser des problèmes. Parce que je veux dire, il y en a qui sont impressionnés
part chez les vieux. Bon, ils ont beaucoup de connaissances. C'est normal parce qu'ils ont un vécu derrière eux. Ils ont un vécu, donc qu'est-ce qui se passe parfois? Certains jeunes sont impressionnés par le vécu de certaines personnes âgées. Mais donc, voilà, il y a voilà, cette confrontation, je veux dire, de, on va dire cette confrontation qu'il y a entre, je veux dire, des acquis. Les jeunes ont leurs acquis, les vieux ont leurs acquis. Voilà, les jeunes possèdent certaines choses, les vieux possèdent d'autres choses. Et on va dire, il peut y avoir un conflit, je veux dire, voilà, dans les discussions, vu que, je veux dire, les acquis ne sont pas les mêmes, il y a des différences. Voilà, c'est les différences qui font que. Voilà. Et donc certaines personnes vont être impressionnées par les différences. Alors, quelqu'un qui n'est pas intellectuel peut être impressionné par la différence qu'il a vis-à-vis d'une personne qui est en face de lui, qui est intellectuelle, qui a du savoir. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, ça va pas avoir des grandes différences. Donc tout est basé sur ce qui peut impressionner les personnes, ben, c'est les grandes différences. C'est les grandes différences comparativement au moi. Au moi, c'est-à-dire à la personne elle-même. Voilà, vous rencontrez des gens dans la rue, ben, on a une panoplie de gens différents, et bon, il y a une grande variabilité, voilà, des comportements, des connaissances, comment on appelle ça, de corpulence, il y a toutes sortes, il y a toutes sortes. Voilà. Alors si maintenant il y a aussi des étrangers, les étrangers, bon, c'est des personnes qui veulent dialoguer avec des étrangers, ben, je veux dire, qu'est-ce qui peut impressionner? C'est la première question. Est-ce que la personne est impressionnée de parler avec des étrangers alors qu'elle n'est pas habituée à parler avec des étrangers? Est-ce qu'elle est habituée à parler à des familles, à sa propre famille, etc., etc. Il y a des choses qui peuvent impressionner, hein. Donc la première des choses, c'est quelles sont les personnes qui impressionnent le moi. Le moi. Ouais, bon, ça peut être un homme, des hommes, des femmes, des intellectuels, des jeunes, des vieux, voilà, des gens dans la rue, des étrangers, des familles, des gens aisés, des gens, voilà, il y a des gens qui sont très riches, voilà, bon, on a du mal à voilà, les côtoyer, discuter avec eux, parce que je veux dire, ils ne sont pas du même milieu social, etc., que certaines personnes. Donc voilà, donc il y a toute une... Alors un riche ne va pas aller chez un pauvre discuter, je veux dire, c'est comme ça, parce qu'il y a des différences, il y a des différences familiales, des différences sociales, des différences, je veux dire, de corpulence, des différences de genre. Voilà. Bon, les hommes et les femmes, bon, les hommes, bon, ils sont dans leur monde un petit peu, et les femmes sont dans leur monde, et donc il y a le monde des hommes, le monde des femmes, mais bon, parfois pour rentrer dans un homme qui doit rentrer dans un monde de femmes, ou une femme dans un monde d'hommes, je veux dire, bon, et certains doivent casser des tabous pour pouvoir avoir, voilà, prendre place dans des discussions. Dans des discussions. Voilà, donc c'est les différences qui peuvent impressionner. Il peut y avoir des grandes différences qui peuvent impressionner et mettre un holà ou discussion, voire un frein ou discussion, c'est-à-dire voilà, avoir des filtres personnels. Certains filtres peuvent intervenir. Ouais, je vais pas dire ça parce que bon, il n'est pas de mon milieu. Je vais pas dire ça parce qu'il n'est pas de, voilà, il n'est pas, voilà. Vous avez des gens bon, qui sont dans des clubs sportifs, d'autres ne font pas du sport, ben, ça peut créer, je veux dire, des grandes différences. Voilà. Et donc certains vont être impressionnés par des sportifs, et voilà, les sportifs peuvent être impressionnés par autre chose. Chacun va être impressionné pour dialoguer avec quelqu'un. Voilà, si c'est une personne qui est fort connue et qui a, je veux dire, une personne, on va dire, si c'est une star du cinéma, bah, discuter avec une star du cinéma, c'est un peu délicat parce que elle n'est pas de votre monde, elle est dans un autre monde. Donc vous voyez que pour avoir une discussion, il faut déjà faire une analyse. Et l'analyse, la première analyse, c'est la première question. Quelles sont les personnes qui vous impressionnent, qui impressionnent le moi, le moi. Une deuxième voilà, une deuxième requête, une deuxième interrogation, c'est quelles sont les situations que le moi redoute. Voilà, c'est surtout c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'ils redoutent. Alors, elle peut redouter, je veux dire, une relation d'intimité. Voilà. Elle peut redouter des lieux, juste des lieux, hein, des lieux qui ne sont à personne, ce qu'on appelle des lieux impersonnels. Elle peut redouter des statuts d'autorité, qu'ils soient vrais ou supposés. Voilà.
Une personne aura du mal à discuter si en face d'elle, elle a des personnes, des policiers, ou si elle a des professeurs en face, ou si elle a je veux dire, voilà, une certaine forme d'autorité qui est en face. Il y en a qui n'ont pas trop envie de discuter avec voilà, des autorités tout court. Voilà, quelqu'un quand vous apprenez que quelqu'un est avocat, ben, vous allez discuter, voilà, pas n'importe, vous n'allez pas raconter n'importe quoi à l'avocat. Ou s'il est pharmacien de métier, vous n'allez pas discuter avec lui de tout et n'importe quoi. Quoi que ça pourrait se faire, mais vous allez trouver un bon ami qui est un pharmacien ou n'importe quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, il y a aussi, bon, quelles sont les situations que le moi redoute? Ben, un moi peut redouter, je veux dire, de discuter par exemple avec une femme qui est mariée, parce que la femme qui est mariée, si le mari ne veut pas qu'on parle avec sa femme, bon, s'il éprouve une certaine jalousie vis-à-vis de sa femme, ben, je veux dire, ça peut aussi être un problème, voilà, de discussion. Alors, il y a d'innombrables situations qui sont dites redoutables. Le tout, c'est de se questionner, pour vous, quelles sont les situations qui peuvent voilà, être, voilà, être pris comme redoutables. Comme je dis, confrontation avec un groupe nombreux. Alors nombreux, c'est relatif. Peut-être vous savez parler avec, à côté de 10 personnes, peut-être vous savez parler à côté de 100 personnes, mais si vous avez 10 000 personnes en face de vous, c'est plus délicat de discuter vis-à-vis de 10 000 personnes, au risque de se rendre ridicule. Voilà, on a peur de se rendre ridicule. Voilà, on a peur. Voilà, parce qu'il y a là, il y a beaucoup de jeux. Si dans 10 personnes, peut-être qu'il y en a 3 qui vont vous trouver ridicule. Dans 100 personnes, il y a peut-être 30 personnes qui vont vous retrouver ridicule. Sur 1000 personnes, on a peut-être 300 qui vont vous trouver ridicule. Donc il y a 300, quand même 300 personnes qui vous trouvent ridicule. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc, confrontation vis-à-vis d'un groupe nombreux, ben, c'est vrai que ça peut être une situation redoutable. Bon, il y en a qui ont des phobies, et bon, bon ils n'osent pas parler de, je veux dire, dans des groupes, voilà, quand il y a déjà des groupes, en groupe, ils ne savent pas parler en groupe. Il y en a qui ne savent pas parler dans des lieux impersonnels. Voilà, il y a des lieux qui n'appartiennent à personne. Voilà, et il y en a qui ont peur de parler, ils redoutent de parler à des statuts, comme je vous ai dit, d'autorité, voire des relations d'intimité. Alors, certains redoutent de parler à leurs cousins, ouais, parce que bon, je veux dire, à leurs cousins, à leur famille, voilà, parce que c'est comme ça. Il y a des gens, bon, ils veulent pas se faire passer pour, voilà, ils ont peur de faire des erreurs dans les, ils ont des marches, voilà, pour eux, ils ont une marche d'erreur dans la discussion. Ils sont pas très cool dans la discussion parce que je veux dire, ils ont peur parfois certains, ils ont peur de dire des choses qu'il faut pas. Et donc, plutôt que de raconter des bêtises ou créer un conflit en disant quelque chose qu'il ne fallait pas dire, qu'ils le disent, ben, je veux dire, ils redoutent la situation de se confronter, avoir une discussion avec une relation voilà, d'intimité ou familiale. Alors, bien sûr, donc, vous voyez les requêtes, quelles sont-elles? Quelles sont les personnes qui vous impressionnent ou qui impressionnent le moi? Quelles sont les situations que le moi redoute ou que la personne redoute? Voilà. Il y a d'autres questionnements dans l'analyse qui peuvent voilà, intervenir, tels que qu'est-ce que je connais de ce que les gens attendent de moi? Qu'est-ce que je connais de ce que les gens attendent de moi? Bon, les gens, ils n'attendent pas forcément quelque chose de vous, mais parfois, par intérêt, bon, on se dit, bon, ben, les gens peuvent attendre quelque chose de moi. Dans la discussion, on peut parler d'un sujet qui peut être intéressant, qui peut... Alors, intéressant, c'est pas intéressant pour l'un et inintéressant pour l'autre. Il faut qu'une discussion intéressante, c'est une discussion intéressante pour les deux. Avec échange, un échange peut-être, je veux dire, bref. Attention que certains échanges peuvent être vulgaires. On essaie d'éviter la vulgarité parce que la vulgarité, il y a des gens qui sont, voilà, ils ont une démarche d'être vulgaires à la base. Ils sont comme ça. Il y a des gens comme ça. Ben, je veux dire, bon, il faut s'adapter à la situation. Si on sait bien qu'il est vulgaire, ben, on va pas rentrer directement en choc frontal. Je veux dire, avec une personne qui est vulgaire, parce qu'on sait bien qu'elle est comme ça. C'est une nature qu'elle est comme ça. Elle ne veut pas changer de sa nature. Elle est comme ça. Donc il faut s'adapter à des personnes comme ça et savoir discuter avec des personnes comme ça. Maintenant, si vous trouvez qu'elle est trop vulgaire, à ce moment-là, vous mieux mettre une distance.
voilà, une distance. Voilà, alors, d'autres questions peuvent être intéressantes. Quels sont vos moyens? Quels sont vos moyens pour y répondre? Quels sont vos moyens pour y répondre? Donc, maintenant, dans une discussion, c'est de mettre tous vos moyens tous les moyens de votre côté, tous les moyens possibles et imaginables de votre côté pour justement introduire, voire avoir une relation de discussion, voilà, de relation humaine, de relation sociale, au travers de la communication, bien sûr, hein, parce que je parle de communication ici, mais c'est de se dire, bon, quels sont les moyens pour y répondre. Maintenant, tout n'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite, parce que dans une discussion, si vous avez une discussion, il y a vous et il y a l'autre. Maintenant, deux êtres qui se comprennent vont plus vite entrer en conversation que deux êtres qui sont chacun, l'un a une incompréhension des discussions et l'autre il a. Maintenant, supposons que je prenne deux individus. Je prends un individu 1 et un individu 2. Bon, il faut une approche, je veux dire une introduction, une approche qui va introduire une communication. Voilà, une approche. Ensuite, quand l'approche est faite, bon, on a introduit une communication, une introduction. Mais le tout, il faut que, bon, cette personne-là, voilà, soit réceptive à la communication. Réceptive. Voilà. Alors que l'autre personne soit réceptive à la communication. Parce que s'il n'y a pas de réceptivité de l'une ou de l'autre, ben, il y en a une des deux qui va être ennuyée. On va se dire, bon, vous m'ennuyez, monsieur ou madame, vous m'ennuyez. Vous m'ennuyez parce que dans le sens où je n'ai pas envie de discuter. Parce que comme je dis, il y a des personnes renfermées, bon, elles n'ont pas envie de discuter. C'est comme ça. Bon, je veux dire, des gens, tout le long cours de leur vie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je veux dire, ils n'ont pas envie de discuter. S'ils n'ont pas envie de discuter, on ne va pas les forcer à discuter. Voilà, à un moment donné, je veux dire, s'il y a des gens qui ne veulent pas discuter, ben, on peut les aider, mais s'ils ne veulent pas d'aide, c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, vous lui dites, écoute, je peux t'aider pour arrêter de fumer, il ne veut pas arrêter de fumer. Et à un moment donné, vous avez vos limites. Vous avez une limite, vous le laissez fumer jusqu'au jour où s'il attrape une maladie, vous lui direz, écoute, bon, j'ai essayé de t'aider plusieurs fois, bon, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, dans une communication, il faut une réceptivité de part et d'autre, de chacune des deux personnes. Donc, c'est-à-dire que ce que je suis en train d'expliquer avec l'analyse transactionnelle, ça ne doit pas venir d'une seule personne, mais des deux. Voilà, l'analyse transactionnelle doit faire en sorte que c'est les deux personnes qui doivent être, on va dire, qui doivent acquérir ces notions d'analyse transactionnelle pour justement aborder des conversations, une approche positive de rencontre et de sociabilité. Voilà, au travers bien sûr d'une introduction d'un sujet. Et alors bien sûr le sujet doit bien sûr être intéressant pour les deux et pas être intéressant pour l'un et l'autre, bon, on va s'endormir. Donc il faut quelque chose qui voilà, anime l'intérêt des deux personnes. Il faut une animation de l'intérêt des deux personnes. On va dire ça comme ça. Alors, une autre question dans l'analyse transactionnelle, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter l'image de soi que renvoient les autres. Alors, de cette personne-là peut se poser la question, qu'est-ce que la personne I1 entrevoit de la personne I2? C'est I2 qui se pose la question-là. Et idem, bon, si l'autre fait une analyse transactionnelle, idem, bon, I1 peut se dire, ouais, qu'est-ce qu'il peut penser de... Voilà, bon, il y avait déjà une question qui était, qu'est-ce que les gens en face attendent de soi, enfin du moi, c'est plutôt, voilà, qu'est-ce que I1 se pose la question, par exemple, de qu'est-ce que I2 attend de moi, moi étant I1. Alors, quels sont les moyens pour y répondre, voilà, et suis-je prêt à accepter l'image
de moi pour que, enfin, l'image de moi que me renvoient les autres. Suis-je prêt à accepter l'image de moi que me renvoient les autres? Suis-je à l'écoute des autres? Ai-je du respect pour moi? Hein. Donc c'est toutes des questions d'analyse transactionnelle qui rentrent dans l'analyse transactionnelle et qui permet, voilà, d'aborder une approche, voilà, réceptive, voire positive dans un processus de communication. Parce que quand on se connaît soi-même, ben, je veux dire, on peut entamer, je veux dire, aborder une conversation. Maintenant, euh, si une autre personne a ces mêmes démarches, ben, je veux dire, c'est d'autant beaucoup plus, plus facile. C'est d'autant plus facile parce qu'en fait, ils ont tous les deux une démarche positive d'aller vers l'un vers l'autre. Parce que si maintenant il y en a un qui met un frein, qui met des freins et qui ne connaît pas bon, les analyses transactionnelles et qui décide de camper sur ses positions, de ne pas savoir qui il est et bon, ce que les gens attendent de lui-même ou d'elle-même, je veux dire, bon, on ne peut pas avancer. On peut pas avancer. Donc, je veux dire, comme je vous dis, à ce moment-là, si elle va habiter dans une caverne, ben, on va la laisser dans sa caverne jusqu'au moment où on va se dire, bon, écoute, tu as 65 ans, il serait temps un petit peu de sortir de ta caverne. Les gens, c'est ce qu'ils vont dire. Ben, en sortant de sa caverne, il va se rendre compte que le monde l'a changé. Donc, il est passé à côté pendant 40 ans, il est passé à côté de, voilà, il est resté dans un monde voilà, qui n'était pas celui propice à ce que voilà, la vie souhaite. La vie souhaite ce que les gens soient réceptifs, sociables, que les gens voilà, se rencontrent, que les gens dialoguent, que les gens discutent, que les gens voilà, participent à une vie sociale, que les gens voilà, euh, partagent des événements, partagent voilà, des rendez-vous, partagent, etc. etc. Donc que les gens se sociabilisent. Donc s'enfermer dans une caverne, c'est voilà, les gens peuvent le faire, mais au bout de quand elle est arrivée à un certain âge, elle va dire bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parce qu'elle va regarder en arrière. Elle va regarder en arrière. Oui, j'ai fait ça de ma vie, de positif, j'ai fait ça, c'est ça. Mais en vérité, la vie c'est pas ça. Ils vont se dire, ils vont se poser la question, une introspection, ils vont se dire bah, tiens, la vie c'est pas ça, euh, c'est pas faire ça, ça, ça toute sa vie. Voilà, c'est aussi partager beaucoup de choses. Et beaucoup de gens auront outrepassé cet aspect voilà, de la vie, c'est-à-dire partage, la rencontre, la sociabilité, etc., que certaines personnes vont se dire bon j'ai raté ma vie parce que je me suis pas sociabilisé dans ma vie, je me suis resté enfermé dans une grotte et au bout du compte, en finalité, la grotte a ramené vers la personne étant vieille, on va la mettre dans un home, et puis du home, le passage après le home, vous savez c'est lequel. Voilà. Donc au bout du compte, elle s'est renfermée dans une grotte, elle s'est renfermée dans un home, elle s'est renfermée dans un cimetière. Donc au bout du compte, elle s'est renfermée tout le long cours de sa vie, tout le long cours de sa mort. Donc c'est pour vous dire que maintenant, c'est pour ça qu'on essaie de sociabiliser déjà les jeunes en inscrivant les jeunes dans des clubs de football, des clubs de rencontres, des clubs de... Il y a toutes sortes de clubs. Des clubs de jeux, des clubs de jeux d'échecs, des clubs euh, des clubs de volley, des clubs de basket. Voilà, surtout en sport, tant mieux. S'ils peuvent se rencontrer, courir et faire du sport, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Donc, ça, c'est l'analyse transactionnelle. Donc, je me renverrai le, le, voilà, le site internet. Vous pourrez le lire parce que je ne vais pas le lire complètement. Je l'ai lu en partie, mais voilà. Alors, maintenant, si on parlait à un auditoire, voilà, a priori, un auditoire est accueillant et bien disposé à votre égard. Alors, à ce moment, on peut avoir un certain phénomène de mimétisme qui se manifeste la plupart du temps. Voilà. Ce qu'on demande, c'est d'éviter, bien sûr, les mimiques. C'est certain, la plupart des personnes, ce qu'ils vont voir, c'est que vous avez des tics, des tocs, des mimiques, etc. Tralali, tralala. Et peut, je veux dire, voilà, avoir une image qui retourne de vous comme étant une personne, je veux dire, un petit peu, je veux dire, voilà, euh, euh, maniéré. On va dire maniéré, on va dire ça comme ça. On va dire maniéré. Donc,
Euh, alors, un auditoire a besoin d'être valorisé. Voilà. Si vous le ravalez, ben, il se pliera, repliera et deviendra agressif. Si au contraire vous percevez sa forme d'intelligence et la mettez en valeur, ben, il deviendra coopérant. Donc, par exemple, si vous êtes dans une classe, vous êtes professeur dans une classe, il ne faut pas rabaisser les élèves. Parce que à ce moment-là, si vous rabaissez les élèves, ce qui va se passer, c'est que ben, euh, certains deviendront agressifs, voire plus. Mais si maintenant vous percevez une forme d'intelligence et mettez en valeur donc les élèves, ben, là, les élèves auront plus d'aspiration et seront plus coopérants pour pouvoir faire du bon travail. On va dire ça comme ça. Mais pas toujours, hein, c'est pas une règle qui marche toujours parce que les règles parfois elles sont contredites par des exceptions. Au niveau social, il y a beaucoup d'exceptions, hein. Au niveau social, on peut prétendre voilà, avoir une certaine approche. Ben, je veux dire, on peut se tromper. On peut se tromper parce que un individu n'est pas l'autre. Et un individu à un moment donné n'est pas le même individu à un autre moment. Bon, un individu peut être coopérant à un moment donné T1, mais à un moment donné T2, il est plus coopérant. Donc, alors, vous pouvez tirer on va dire une conclusion hâtive en disant, oui, bah, il a coopéré, il coopère vite. Oui, mais un jour, s'il ne coopère plus, vous allez dire que, ouais, mais en fait, non. Ben, qu'est-ce qui se passe? Parce que un individu n'est pas, je veux dire, stable. Il peut varier, son comportement peut varier. Je veux dire, il peut être coopérant 90% des cas, 10%, il est pas coopérant. On va dire ça comme ça. Maintenant, il y a des personnes qui sont 90% agressives, mais il y a peut-être 10%, je veux dire, elles seront coopérantes, il y a sans aucun problème. Donc, c'est ça, il faut savoir. Mais maintenant, quand la personne est agressive, il ne faut pas que ça tourne au vinaigre, parce que s'il se passe quelque chose de grave, ben, je veux dire, parce que quand ça tourne aux mains, on ne sait pas où on va. On peut en arriver aux mains. On a voilà, l'histoire des mains, et puis après, on peut avoir quelque chose de grave. Donc, ça peut tourner, je veux dire, ça peut tourner vite au vinaigre en l'espace de voilà, 10-15 minutes. Ça, voilà, donc l'agressivité, voilà, il faut savoir la gérer. Alors, beaucoup de gens ont un travail qui sont en relation avec l'agressivité. Je pense aux policiers. Beaucoup de professeurs sont en relation avec bon, l'agressivité de certains élèves. Je ne veux pas dire tous les élèves, hein, parce qu'on ne peut pas mettre une étiquette sur tout le monde, hein. Voilà, hein, voilà, l'étiquette, c'est vrai que, bon, euh, on ne peut pas poser une étiquette. Voilà, poser une étiquette, c'est malvenu. Mais, euh, voilà, parfois on peut se dire, bon, cet élève-là, il a été bon à un moment donné, puis il n'a pas été bon. On va dire ça comme ça. Mais lui coller une étiquette en disant, bon, c'est un méchant, alors que parfois il peut être gentil. Voilà, s'il est 90% méchant et 10% gentil, bah, je veux dire, on pourra dire que c'est un gars, bon, on peut travailler avec. Voilà. Mais disons que ce qui se passe, c'est qu'il y a des milieux où il y a des gens qui sont confrontés, je veux dire, au quotidien, je veux dire, à l'agressivité. Et c'est à eux à avoir un comportement vis-à-vis des gens agressifs pour que justement ça, 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 ça se passe bien au niveau de leur boulot. Par exemple, je pense aux policiers. Les policiers bon, sont en contact avec des gens en général, des gens agressifs. Les professeurs peuvent tomber sur des gens agressifs à des moments donnés. Il y a des éducateurs sociaux bon, qui tombent sur voilà, des jeunes en difficulté et qui posent des problèmes. Et donc, tout ça, tous ces métiers-là, qui sont des métiers de type social, des métiers de type social. Alors, les infirmières aussi, les infirmiers peuvent tomber sur des gens difficiles. Voilà, bah, ils peuvent rentrer chez quelqu'un, et voilà, ouais, la personne ne peut pas, voilà, elle est difficile vis-à-vis des infirmières. Ouais, madame, je vous ai dit de sonner, madame, voilà, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas avec ces gens-là. Quoique, c'est pour ça qu'il faut trouver un dialogue, et je veux dire, trouver une ébauche de solution pour que, je veux dire, éviter les agressivités, comment on appelle ça, les difficultés des personnes qui travaillent dans des milieux sociaux. Par exemple, les infirmiers, les policiers, les professeurs, les ambulanciers, même les médecins, les urgentistes, et tout ça, tralala, c'est tous des métiers à vocation sociale, parce qu'ils sont en contact directement avec la société. Et voilà. Et donc, là, à ce moment-là, il faut gérer ce qu'on appelle le stress des difficultés au quotidien, voilà,
Tout le monde, heureusement que c'est comme les déchets. Hein. Les gens, quand on dit il y a des déchets sur la route, on dit les gens sont sales. Non, ils sont pas sales. C'est pas tous les gens qui jettent les déchets, parce que sinon ça fera un amont, une montagne de déchets. Ce qui se passe, c'est que c'est certaines personnes qui jettent. Alors, c'est 5% de gens qui jettent, ben, fait entrevoir que une grosse, voilà, de grosses montagnes de déchets. Voilà, de grosses montagnes de déchets, rien qu'avec 5% des gens qui jettent. Donc c'est pas tout le monde qui jette. Donc on peut pas dire que les gens sont sales. Voilà, on va dire que 5% sont sales. 5% sont sales, voilà, et 95% sont propres, ils ne jettent pas ou jettent rarement. Ben, voilà. Donc on peut pas coller une étiquette à tous les gens à tous les gens et dire ouais tous les gens sont sales et généraliser parce qu'il n'y a que 5% qui jettent. Mais ici c'est la même chose. On peut pas se dire que tous les citoyens, je veux dire dans le cadre des urgences, tous les citoyens sont méchants vis-à-vis des urgences et qu'il se passe toujours des problèmes au niveau des urgences. Non, parce qu'en fait, on peut se dire que, bon, il y a 2%, voilà, 2-3% où il y a des agressions d'urgentistes, 2-3% ou 1%, peu importe, 1 ou 2%. Alors, voilà. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Voilà, 99%, 98% des cas, il ne se passe rien. Ou des gens sont parfois sont pas insatisfaits, mais ils n'arrivent pas à l'agressivité de vouloir frapper un urgentiste ou un infirmier ou un docteur. On va dire ça comme ça. Mais ça peut arriver. Il y a dans des hôpitaux, je veux dire, des gens qui arrivent très excités, très énervés, au point d'en arriver peut-être aux mains. Et donc c'est pour ça que là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux dire, il faut savoir répondre à ce genre de, problèmes qui peut survenir à n'importe quel moment. Et donc il y a beaucoup de métiers sociaux, hein, notamment assistant social, voilà, assistant social, éducateur social, voilà, des milieux de la justice, hein, voilà, on va dire des métiers en relation avec la justice, voilà, qui ont un rapprochement avec les citoyens et qui font que pas avoir des citoyens qui sont voilà agressifs et peut aller au-delà de l'agression, enfin au-delà de l'agressivité, et, voilà faire subir une agression à quelqu'un. Et donc là, il faut savoir répondre. Il faut savoir répondre. Bon, je dis pas qu'il faut répondre en faisant du karaté ou du catch ou de la boxe. C'est pas ça que je veux dire. Il faut savoir gérer verbalement la situation. Verbalement, comment prendre des actions pour éviter, je veux dire, que ça dégénère et que ça aille plus loin et que bon, ça finisse mal. Voilà. Et que ça devienne un fait divers au niveau que ça devienne un fait divers. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, à ce moment-là, il faut savoir, voilà, intervenir de manière voilà, psychologique, de manière verbale, dire les bonnes choses au bon moment et de se taire quand il le faut. Parce qu'on vous raconte pas, quand on voit quelqu'un qui est déjà agressif, il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu, parce que je veux dire, ça peut envenimer la situation. Parfois, il vaut mieux se taire que de dire quelque chose. Voilà, on va se dire comme ça, le temps que la personne, je veux dire, se déstresse à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, il va redescendre à un étage où on pourra dialoguer, mais pas encore à un niveau de dire des bêtises. Parce que si on dit encore une fois une bêtise, ça peut encore remonter en l'air. Donc c'est de se taire et bon, le laisser parler. Donc voilà, mais à un moment donné, bon, on peut intervenir et essayer de le raisonner, ne pas aller avoir du tact. Parce que c'est d'avoir du tact. Avoir du tact. Bon, j'ai pas dit que c'était facile. Hein. Bon, j'ai jamais dit que c'était facile. Donc dans les communications, on peut avoir des communications, je veux dire, réussies, des communications ratées, des communications hâtives. Bon, on veut vous dire quelque chose, au bout du compte, on a dit quelque chose qu'il fallait pas, alors que bon, c'était pas ça qu'il fallait dire. Voilà, hâtive, elle est hâtive. Bon, il y a des communications tardives. On aurait dû le dire tout de suite et on le dit plus tard. Bon, les communications, je veux dire, parfois il faut savoir le dire tardivement parce que si on ne va pas le dire quand il y a, voilà, quand il y a un gros problème, je veux dire, où la personne est voilà, très agressive, on peut dire les choses tardivement, plus tard, on le dira plus tard. Parce qu'on se le dit tout de suite, je veux dire, ça va encore envenimer encore plus la situation. Donc, la communication, elle peut être bon, bienveillante, avec une bienséance, mais elle peut être tout autre. Hein. Voilà. Quand je vous dis qu'ici, il y a une réceptivité,
avec du positivisme, c'est à l'amorce du dialogue. Mais en fait, attention que si vous avez une personne négative et ici positive, bah, euh, il y a des différences. Hein. Si maintenant, le pire, il y a du négatif et du négatif, une personne négative et une personne négative, oh, ça dépend s'ils sont dans le même négativisme, ils peuvent se rencontrer. Mais une personne positive et négative, c'est bon, généralement, c'est tout le contraire. Hein. Une personne négative et positive, c'est tout le contraire. Deux personnes positives, tant mieux. Deux personnes négatives, si c'est le même négatif, s'ils se disent, oui, je suis d'accord avec toi, parce que bon, ça va pas, ça va pas, ça va pas, bon, ils peuvent se rencontrer dans leur négativisme. Voilà. Mais par contre, il y a deux négativismes, et peut-être, je veux dire, euh, en opposition. Hein. Les négativismes, ils ne sont pas forcément voilà, en adéquation. Ils peuvent être en opposition. Deux négatifs peuvent être en opposition. Et donc, avoir un conflit. L'un est négatif, l'autre est négatif, mais pas sur le même point de vue. Donc, ils ont une opposition de négativisme. Ça peut créer, je veux dire, des problèmes de communication. On va dire ça comme ça. Donc, maintenant, si deux personnes sont positives, tant mieux. Maintenant, être trop positif, être trop dans un monde de olé olé, bon, je veux dire, tout va bien, Madame la Marquise, je veux dire, bon, c'est vrai que, bon, est-ce que ça a un sens de débattre de sujets où tout va bien, Madame la Marquise? Et généralement, quand on parle de sujets, bon, on parle de sujets pour améliorer des choses, etc. Ah, voilà, parler d'historique. Alors, dans l'historique, l'historique, c'est l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu des choses euh, positives comme il y a eu des choses négatives. Il y a des choses qui sont neutres dans l'histoire. Vous parlez de guerre, la guerre, c'est négatif. Hein. Voilà, c'est négatif. Maintenant, vous parlez dans l'histoire, bon, il y a eu des découvertes. C'est positif. Donc, vous avez parlé de certaines découvertes, etc. Bon, ça peut-être, c'est peut-être. Maintenant, vous avez parlé d'un sujet qui est relatif aux mathématiques, mais si ça vous aide pour l'école, tant mieux. Je veux dire, c'est positif parce que ça vous aide pour l'école. Mais il y en a un, bon, ils doivent se faire payer parce que je veux dire, donner des explications en mathématiques, bon, ça relève. Voilà, tout travail mérite salaire, et donc, sinon on fait du bénévolat. Le bénévolat, bon, je veux dire, vous ne le ferez pas toute votre vie, hein, vous allez le faire un petit moment, histoire, voilà. Mais si vous donnez des cours, euh, euh, je veux dire, le bénévolat, c'est un petit moment. Puis après, bon, vous demanderez à vous faire payer, c'est normal, parce qu'il est normal, parce que vous transmettez votre savoir. La transmission du savoir, c'est un travail, ça reste un travail comme un autre. C'est comme on prend des briques, on prend des blocs, où vous allez mélanger du ciment pour faire un mur de briques ou de blocs, peu importe. Ben, je veux dire, ça reste un travail, normalement, tout travail mérite salaire. On va se dire comme ça. Dès le moment où vous passez votre temps à, je veux dire, à une action qui est considérée comme un travail, ben, ça doit être payé. On va dire comme ça. Donc, expliquer des choses, oui, d'accord. Bah, mais normalement, qu'est-ce qui explique? C'est un professeur qui explique. Et si c'est un professeur qui explique, normalement, un professeur doit se faire payer. On va dire comme ça. Donc, euh, il y a toutes sortes de types de conversations. Ouais, donc, une conversation peut être neutre aussi. Il y a pas de positivité, pas de positivisme, pas de négativisme. On va dire, ça reste neutre. Bon, enfin, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est neutre. On va dire ça comme ça. Et donc, l'analyse transactionnelle, ben, c'est de percevoir son soi, le moi, le moi intrinsèque, intérieur, et de se poser quelques questions, comme je l'ai dit, pour mettre en relief la relation entre deux personnes, deux individualités, voire entre deux groupes, ou une personne à un groupe, ou un groupe et une personne. On va se dire comme ça. Donc, le tout, c'est de comprendre et percevoir les réactions d'autrui, et bien sûr, ses propres réactions, parce qu'il ne suffit pas de voir l'autre, et d'être aveugle sur les siennes. Voilà, on va se dire comme ça. Parce que à ce moment-là, si vous voyez comment on appelle ça, vous percevez les réactions des autres et pas les vôtres, c'est que vous, je veux dire, on va se dire qu'on est, soit vous êtes, comment on appelle ça, je trouve pas le mot, mais enfin bref. Euh, euh, mais disons qu'il faut voir, faut être dans une démarche du tout. Voilà, du tout. Le tout, c'est de voir l'autre et de se voir soi-même. C'est de voir la réceptivité de l'autre, le positivisme ou le négativisme de l'autre, et de voir la réceptivité de soi-même et de ce positivisme ou de ce négativisme, voir sa neutralité. Sa neutralité. Et donc, à partir de là, bah, on voit le tout. On voit le tout. On voit le tout. On se voit soi et on voit l'autre. Donc, on voit l'autre
dans, dans, dans nos réactions. Voilà. Et donc ça nécessite une analyse des comportements de soi, ses propres comportements, voilà, et comportements des autres. Bon, c'est pour ça que, quand je vous ai dit, dans un auditoire, il faut éviter ces mimiques. On essaie d'éviter, voilà, certaines choses, de faire de n'importe quoi avec ses mains, ses pieds. Il y a certaines, comment on appelle ça, certaines tables rondes, voire certains rendez-vous que vous pourrez avoir avec, par exemple, lors d'un entretien d'embauche. Bon, on ne vous demande pas de travailler vos mains, discuter vos mains et les mettre en l'air toutes les 2 secondes. Hein. Ouais, je veux dire, il faut rester calme. Les mains doivent être restées posées, etc. etc. Il y a une certaine tenue à avoir quand on va à un entretien d'embauche. Voilà, donc en fait, on ne fait pas n'importe quoi. Son comportement, il faut essayer de l'inhiber. Il ne faut pas commencer à, voilà, faire tout n'importe quoi pour montrer qu'on est tout et n'importe quoi. Voilà, il faut essayer d'inhiber et voilà, faire présenter ce qu'on veut présenter tout en étant, je veux dire, une personne, je veux dire, euh, adulte, mature et, comment on appelle ça, réglée dans le sens où elle est éduquée. Éduquée, elle sait se tenir, voilà, par rapport voilà, à ses paroles, par rapport à ses réactions, par rapport à tout. Et donc, elle va se contrôler. Elle va se jouer un autocontrôle. Voilà, un autocontrôle. Oui, tantôt quand je voulais dire, je viens de trouver le mot, si maintenant vous percevez les réactions des autres et pas les vôtres, c'est de la mauvaise foi, ce qu'on appelle de la mauvaise foi. Vous faites de la mauvaise foi. Vous considérez que les réactions des autres sont mauvaises alors que vous ne regardez pas vos réactions. Vous faites de la mauvaise foi. Donc le tout, c'est de voir les réactions des autres, c'est pour voir ses propres réactions. Alors, ne pas voir à 90% les réactions des autres et 10% les vôtres. Il faut essayer de voir en majorité, ouais, les réactions des autres et les vôtres. C'est les deux qu'il faut, je veux dire, analyser. C'est les deux qu'il faut analyser. Et donc, pour avoir une conversation, ben, il faut de l'analyse transactionnelle, avec des requêtes, des interrogations, des questionnements sur les réactions de soi et les réactions de l'autre. Et ça peut amener, je veux dire, une base, une base concrète à l'établissement d'un dialogue, voire d'une discussion, voire d'une approche de communication réceptive. Alors, pourquoi je dis une approche de communication réceptive? Parce que on peut avoir une communication et puis après, bon, 2 minutes après, on se dit, bon, ça ne m'intéresse pas ce qu'il raconte. Hein. Ce qui ne m'intéresse pas ce qu'il raconte, c'est que c'est pas réceptif. C'est une communication qui n'est pas réceptive. Hein. Elle n'est pas réceptive. Dans les 2 minutes, si l'autre, une personne a envie de partir. Bon, il y a des gens, ils ont envie de partir parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils sont pris par un timing. Voilà, ils doivent aller faire leurs courses, ils sont au boulot, ils sont au travail, etc. Bon, le timing fait en sorte que bah, on, on, les gens ne sont pas accessibles, facilement accessibles. Ce qui est dommage, parce que je veux dire justement, aujourd'hui, si elle n'est pas accessible, demain, elle ne sera peut-être plus jamais, parce que demain, peut-être, on ne connaît pas jusqu'à quel jour on va vivre. Si demain on meurt, bah, je veux dire, à force de rejeter du fait que bon, on se dit bon, on a le travail, on a le boulot, on a la famille, on a voilà, la famille à gérer, si maintenant on ne veut plus voir les gens, ben, on se dit, bon, on postpose à toujours, je vais venir un tel jour, on se verra, on discutera de ça, etc. Et que vous postposez, ben, le jour où vous mourrez, ben, je veux dire, ça peut arriver le lendemain. Parce que je veux dire, personne ne connaît la date de sa mort. Certaines personnes, ils vous disent, on va faire ça, ça, ça. 15 jours après, vous entendez, il est mort. Ben, pourquoi? Parce que je veux dire, bon, personne ne connaît, je veux dire, le jour de sa mort. Normalement, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on vit le jour le jour. C'est vrai qu'on fait des projets, mais on vit le jour le jour. Donc on ne sait pas ce qui va se produire, je veux dire, demain. Demain, moi je fais mes vidéos aussi, voilà, demain je suis peut-être mort. On va dire ça comme ça. Parce que je ne connais pas, je veux dire, quand est-ce que je vais mourir. C'est peut-être demain. Donc aller dire, bon, je passerai un jour chez toi, euh, parce que je suis toujours occupé. Une fois c'est le travail, une fois c'est la famille, une fois c'est voilà, c'est ci, une fois c'est là, il y a toujours des excuses qui font que la personne n'est pas accessible. Eh bien, le jour où vous entendez que bon, elle décède, ben, c'est trop tard. C'est pas en étant décédant qu'elle va ressortir de son cimetière et venir faire des projets ou, voilà, participer à des réunions ou participer à une sociabilité
une certaine forme de sociabilité avec une autre personne. Donc voilà. Donc certaines personnes postposent en se disant bon, mais parfois il y en a qui sont pris dans une démarche que, mais je veux dire, ils arrivent à la pension et se disent bon, c'est vrai que j'ai rien fait de ma vie. Bon, on m'a souvent voilà, invité dans ma vie pour faire des choses et j'ai toujours refusé. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne a perdu bien vécu. Bien vivre, c'est pas ça, c'est pas postposer le tout et ne pas avoir de relations sociales, voilà, rester toujours tout seul ou être dans une démarche, tu vois, comment on appelle ça, d'activité qui fait en sorte que vos propres activités, vous oubliez l'autre, vous oubliez les autres qui vous ont demandé, voilà, d'un jour ou l'autre, voilà, de prendre du temps pour eux, voilà, pour discuter, pour partager, etc., etc. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté en individualité, vous avez été individualiste. Et donc, je veux dire, quelque part, la vie est propice à une forme d'individualité, mais se concentrer sur l'individualité, hein, en finalité, euh, je veux dire, c'est un petit peu, je veux dire, parce que la personne qui va faire une introspective de sa vie, il va se rendre compte que bon, il a joué trop, trop l'individualité et que, je veux dire, ça lui a causé le fait qu'il va rester seul tout le restant de sa vie. Tout le restant de sa vie. Parce que, comme je l'ai dit, après, quand il prendra la pension, après c'est le home, après le home, c'est. Et il restera toujours seul. Même le jour de sa mort, il sera tout seul. Mais ça, on est toujours tout seul le jour de sa mort, ça c'est évident. Mais voilà, c'est pour vous dire que dans la vie, justement, il faut en profiter pour la vie. Si on est tout seul dans la vie, dans la mort, on est toujours tout seul. Mais dans la vie, il faut essayer de se trouver une sociabilité voilà, pour avoir un partage avec des gens. Parce que justement, la vie nous ramène vers un seuil où on sera toujours seul dans l'éternité. Je vous remercie.